Bonjour à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue articulaire préféré des réseaux, et c'est parti pour un nouvel épisode de On dicte ensemble, la série de vidéos où j'analyse en direct un petit examen d'imagerie médicale en commentant ce que je vois en direct. Je le dicte ensuite naturellement pour rédiger un compte-rendu tel que je le ferai au travail dans la vraie vie, et enfin on revient plus en détail à la fin de la vidéo sur comment analyser le cas clinique et quelles leçons en tirer. Allez, accrochez-vous, c'est parti. Alors, cas clinique d'aujourd'hui, c'est un bilan lésionnel post-traumatique dans les suites d'un traumatisme. Je crois que c'est une chute à vélo chez un jeune homme, pas donner l'âge, mais jeune, et qui est tombé sur son épaule gauche et qui depuis a des douleurs persistantes. On est à un peu plus d'une semaine du traumatisme. Donc, pour rappel, là, on a la pondération d'épéphatsat, où la graisse est noire, le liquide, l'œdème, le blanc, c'est ça, enfin tout le fluide, tout ce qui est liquidien est en blanc, et les structures très pauvres en liquide, d'épais, ça veut dire densité de protons, donc qui ont très peu de protons, sont noires. Donc, les os, le fibrocartilage, les tendons, et tout ce qui est entre les deux, genre le muscle, c'est gris foncé. Okay, on a 3 plans d'épéphatsat, protocole classique. On a fait un sagittal T1, et on a fait un axial T1. Petit rappel des plans. Au niveau de l'épaule, l'axial est en plan axial strict, juste tac, 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 comme ça, on des tranches de saucisson du haut vers le bas. Le plan sagittal, c'est le plan de profil, eh bien, il est perpendiculaire au plan coronal, le plan de face, sauf qu'ils ne sont pas dans l'axe exact de la position anatomique de référence du patient, ils sont obliques, parce qu'ils sont dans l'axe de la glène. La glène, c'est la surface articulaire qui est ici, la surface articulaire de l'épaule. Et donc, on a un plan sagittal, si votre examen est bien fait, qui doit être, vous allez voir, c'est un plan coronal, je me suis trompé, voilà. Le plan sagittal, je disais, voilà, il est parallèle à la surface articulaire de la glène, ce qui est pas mal, et notre plan coronal est perpendiculaire à ce plan, perpendiculaire à l'axe de la glène. Aussi, la position de l'épaule, on doit toujours la vérifier. Là, elle est satisfaisante, vous voyez, notre plan coronal va exactement dans l'axe du tendon supraépineux. Le patient est bien en rotation neutre de l'épaule, il n'est pas en rotation interne ou externe. Très important pour l'épaule où le positionnement du patient est clé pour avoir un bon examen. Là, on a un examen qui est de bonne qualité. Donc voilà, et oui, pondération T1, en blanc le gras, la médulaire osseuse, en gris foncé l'œdème, en noir, comme pour le TB FATSAT, les structures très très pauvres en lipides et en fluides, donc l'os, la corticale osseuse, les structures fibrocartilagineuses. Allez, c'est parti, on analyse le dossier. N'oubliez pas que l'explication détaillée est à la fin de la vidéo après la dictée, et que là je vais commencer par analyser rapidement, et si vous ne comprenez pas et que vous n'êtes pas capable de tout suivre, c'est normal, à moins que vous soyez bien aguerri dans le domaine, on verra l'explication après, donc ne lâchez rien. Là, moi, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a de l'œdème devant la tête humérale avec une déformation ici qu'on appelle une encoche. Très précisément, cette encoche, c'est une encoche, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'encoche de Malgagne ou de Hill-Sachs pour les anglo-saxons. Celle-ci, c'est l'autre, c'est l'encoche de McLaughlin qui est située au tiers moyen de la tête humérale, à la partie interne ici, proche du tubercule mineur, juste en dedans. En arrière, je regarde la glène ici, faites-moi confiance, je serre un peu la fenêtre. Il y a un petit peu d'œdème ici, là. Ça, c'est un petit peu d'œdème osseux, mais il n'y a pas l'air d'avoir de fracture. S'il y avait une fracture, on le verrait, ce serait cassé. Il y aurait beaucoup d'œdème ici, un peu comme il y en a beaucoup ici au niveau de la tête. Donc il n'y a pas d'encoche, enfin de fracture de la glène, qu'on appellerait une lésion de Bankart ou reverse Bankart dans le cas présent. Par contre, là, ce que je vois en gris foncé, noir, ici on a le labrum antérieur. Je monte, il est bien jusque là, je redescends, le labrum antérieur est bien jusqu'en antéro-inférieur, en inférieur, je remonte derrière, il est bien, et là il est grisou, Le labrum postérieur, postéro-supérieur doit être toujours nickel, nickel. Là, c'est pas le cas. Là, il est un petit peu œdémateux, blanc, et je pense que ça, là, le petit trait qu'on voit ici, blanc, c'est un décollement partiel du labrum. L'analyse du labrum est limitée à l'IRM sans opacification. Alors là, il n'y a pas d'opacification, il y a du liquide dans l'articulation qui fait un peu office finalement d'arthro-IRM. On a presque une arthro-IRM grâce à ce liquide qui est présent à cause du traumatisme, de l'œdème et de la présence de liquide dans l'épaule à cause du choc. Mais ça reste moins performant que si on faisait un examen opacifié dédié comme un arthroscanner. En tout cas, là, on peut affirmer qu'il y a un décollement partiel du labrum postéro-supérieur et postérieur, ici. On peut même se poser la question là s'il n'y a pas un petit trait blanc, vous voyez, qui traverse tout. Je serre beaucoup.
C'est dur à affirmer. Est-ce que le décollement est complet, incomplet, dur à dire? En tout cas, le labrum est en place, il n'est pas déplacé, mais il est partiellement au minimum décollé. Donc il y a une lésion à cet endroit-là. Ok, on dézoome, je me trompe, voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on voit d'autre de pas normal sur cette épaule, à part le liquide dans l'articulation? Eh bien, il y a de l'œdème ici. Là, il y a une petite lésion musculaire, a priori, de la tache du deltoïde sur l'épine de la scapula, à cet endroit-là. Il y a un petit peu d'œdème ici qui fuse le long du tendon du muscle infraépineux, derrière ici, un petit peu devant ici. Et ça, c'est probablement lié au traumatisme, hein, la luxation postérieure, parce que c'est ça, le diagnostic, une luxation postérieure, l'encoche devant de Hill-Sachs, en arrière, la lésion labrale, l'épaule était la glène, la tête humérale comme ça, elle a passé en arrière, elle a forcé, ça a tapé comme ça, et ça correspond à l'encoche ici de McLaughlin, et ça a pu décoller ou léser le labrum en arrière. Et en faisant ça, ça a tiré sur les ligaments de la capsule articulaire. Alors, des ligaments, on les analyse parfois un petit peu difficilement, mais quand même, quand je regarde en bas ici, on voit le contour de la capsule. Donc certes, il y a une fuite de liquide, donc après une petite déchirure capsulaire, mais on va regarder les structures ligamentaires pour voir s'il y a une rupture évidente. On peut voir ici le ligament gléno-huméral moyen en sagittal, qui rejoint le ligament gléno-huméral supérieur ici. Ils ont l'air d'être présents. Il n'y a pas vraiment de raison qu'ils soient abîmés, vu que c'est des structures qui empêchent la luxation antérieure de la tête. Par contre, on peut regarder en bas le ligament gléno-huméral inférieur, on voit une sorte de hamac ici, devant, derrière. Je regarde ici. Tout au plus, il y a un petit peu d'œdème là, mais là, le rebord postérieur et inférieur de la capsule, postérieur et antérieur ici, le ligament n'a pas l'air d'être déchiré. On peut regarder en coronal, voir s'il y a une avulsion. On voit quand même plutôt bien le contour. Peut-être un peu blanc, mais il n'y a pas d'arrachement ni de la tache glénoïdienne, ni de la tache humérale. Ce sont des lésions qu'on appellerait haggle ou gaggle. Des gens appelleraient ça aussi des bagels, quand il y a un bout d'os arraché. C'est les noms qu'on donne pour les arrachements de ce ligament gléno-huméral inférieur. Il n'y a pas l'air. Enfin, si vous êtes attentif, vous avez sans doute vu ce petit point blanc ici. Les gens qui ont l'habitude de regarder des IRM d'épaule, ils pourront tout de suite vous dire non, ça c'est rien. On va y revenir, mais ça c'est rien, ça n'a rien à voir avec le traumatisme. Donc en résumé, on a une luxation postérieure d'épaule avec une encoche de McLaughlin qu'il faudra mesurer. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. On la mesure en diamètre transverse. Attendez, annotation, petite réglette, pouic, pouic, elle fait 10 mm de large, voilà. On n'a pas de lésion osseuse de la glène. On n'a pas de lésion ostéochondrale, hein, la surface articulaire de l'humérus c'est bien. On n'a pas de déchirure ligamentaire évidente, on a une petite rupture capsulaire et on a une lésion du labrum, un décollement partiel du labrum postérieur à son tiers moyen. Ça peut être appelé une lésion de Kim. C'est un chirurgien qui a décrit cette lésion. Il faut la décrire parce qu'elle est subtile et si jamais en arthroscopie, un chirurgien veut tester le labrum postérieur, s'il n'est pas au courant que cette lésion, il est possible qu'il passe à côté parce que en fait, elle est partielle et il n'y a pas un décollement complet du labrum. Je ne pense pas que l'IRM nous permet d'affirmer ou d'infirmer le caractère partiel, donc on ne va pas parler de lésion de Kim, on va être descriptif, on va dire qu'il y a une lésion du labrum postéro-supérieur et postérieur avec un décollement au moins partiel et pas aller au-delà de ce que nous permet d'affirmer la performance de notre examen d'imagerie. Ok, on continue. Donc c'est bien, on a regardé la capsule, on a dit que les ligaments ils étaient bien, qu'il y avait effectivement des stigmates d'instabilité postérieure. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? La lésion ostéochondrale, comme je vous dis, il n'y en a pas, il n'y a pas d'atteinte non plus de la surface articulaire de la glène. Ensuite, il faut continuer notre checklist. Comme d'habitude, dans une épaule, on doit regarder les tendons de la coiffe des rotateurs. On regarde en sagittal, ici, on a le subscapulaire, le long biceps, intervalle de rotateur, le supraépineux qui est inséré ici, sur cette surface osseuse, l'infraépineux qui est inséré là, le petit rond vraiment sur la surface verticale postérieure du tubercule majeur. Rien à signaler. Juste ici, ce petit point blanc, c'est simplement un petit peu d'œdème, enfin de liquide qui s'insinue à l'intérieur de l'os. Si c'était vraiment rond, on pourrait parler de kyste d'inclusion. C'est un phénomène qui n'a rien à voir avec le traumatisme, qui est quasiment constant, qui est très fréquent à hauteur de l'insertion de l'infraépineux et qui ne préjuge en aucun cas d'une lésion, et notamment d'une lésion de la coiffe. Le concept, c'est que quand il y a une déchirure d'un tendon, il peut y avoir du liquide qui, au lieu d'être à l'intérieur de l'articulation bien étanche, va aller s'insinuer dans l'os. Sauf que à cet endroit-là, c'est connu, le liquide peut rentrer même sans lésion tendineuse du fait de l'anatomie de cette région-là. On a très fréquemment ces petits kystes en regard de l'insertion de l'infraépineux, ça n'a pas d'importance.
Et donc, on a bien regardé ça, on regarde les muscles, pas de souci. Juste la petite lésion du deltoïde postérieur qu'on voit là, on la retrouve ici, vraiment en sagittal, on la voit très bien. Oups, pas besoin de faire de mesure. On désactive ça, voilà. La petite lésion musculaire, ce serait un grade 1 ou un grade 2. Là, il y a une petite plage de désorganisation architecturale. Si on veut vraiment donner un grade, on peut parler de lésion de grade 2 ici, de faible étendue. Il n'y a pas d'hématome, voilà, pas de problème. On va regarder une dernière fois, cette fois-ci, mais en T1. Voilà, l'atrophie musculaire est bonne. Il y avait une chose quand même que j'ai remarqué, je ne sais pas pour vous, vous voyez cette petite boule là, de la graisse en blanc, du gris foncé qui correspond à du liquide, qui est rond et qui est à cet endroit-là. Ça, c'est pas nécessairement lié au traumatisme, au premier coup d'œil, c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec l'accident, hein, un peu comme le petit kyste d'inclusion ici que je ne mentionnerai même pas dans le compte-rendu. Ça, c'est un kyste synovial, très certainement. C'est quelque chose de polylobé, un petit peu rond, qui vient ici du récessus postérieur de l'articulation. Peut-être que ça vient de plus haut, mais moi je le suis, j'ai vraiment l'impression qu'il vient de cette région-là avec un fin pertuis qui est difficile à identifier parce qu'on a de l'œdème ici à cause de la déchirure capsulaire qu'on a à cet endroit-là. Il a une particularité ce kyste et c'est nécessaire d'en parler dans le compte-rendu et on va vérifier une petite chose d'ailleurs qui le concerne, donc on va le décrire. Il mesure, bon, c'est pas hyper important la taille, mais grossièrement en grand axe, il a l'air de mesurer voilà, 30 mm de longueur et aller 7 mm de large. Pourquoi c'est important d'en parler de celui-ci? Puisque souvent, bon, les kystes arthrosynoviaux, c'est pas très important. Celui-là, c'est important d'en parler parce qu'il vient dans une zone anatomique particulière. Ici, là, je vais montrer en axial T1. Vous avez ici le rebord postérieur du tiers moyen de la glène. Et au-dessus de ça, vous avez la fosse supraépineuse, l'épine de la scapula ici en arrière. Regardez en sagittal. Ça correspond en arrière, hein. Attention, il ne faut pas se tromper de côté. L'avant est ici, l'arrière est de ce côté-là. Vous avez ici l'épine de la scapula, là, et la fosse supraépineuse, la fosse infraépineuse. Et en dessous, on a la structure qui est située ici. Et quand on va vers la glène, vous voyez, il y a un creux ici. On regarde en axial, oups, pour vous montrer à quoi ça correspond. Je descends, vous voyez, c'est ici. Ça correspond à ça. Cet endroit s'appelle l'échancrure spinoglénoïdienne. C'est une zone anatomique particulière où il y a des structures qui passent, vous les voyez là, des espèces de trucs gris foncés entourés de graisse. Ça, c'est un paquet vasculo-nerveux. Ça contient une petite artère, une ou deux petites veines et un nerf, le nerf suprascapulaire. Et ce nerf, il est responsable notamment de l'innervation motrice du supraépineux et de l'infraépineux. Le fait qu'on ait un kyste qui vient contre cet endroit-là, c'est pas très fréquent, mais ça peut provoquer des conflits. Encore une fois, rien à voir avec le traumatisme qu'on a là. Et ces conflits nerveux peuvent éventuellement donner des signes de souffrance du nerf et des signes de dénervation. Pour ça, est-ce qu'il y en a? En IRM, on peut regarder s'il y a de l'œdème dans les muscles. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que là, il y a eu un traumatisme, donc il faut garder un esprit critique là-dessus. Et il ne faut pas hésiter à serrer très fort la fenêtre pour voir des petites différences de signal musculaire. On y va, je serre très fort. Là, franchement, j'ai pas l'impression que mon supraépineux, mon infraépineux soit anormalement blanc par rapport aux autres muscles. Vous allez me dire, ah, mais c'est quand même plus blanc là, plus noir ici. Oui, quand je serre beaucoup, j'augmente les différences globales de signal de l'image. Et il ne faut pas oublier que les IRM, c'est jamais parfait. Il y a un champ qui n'est pas tout à fait homogène. Et il y a plus de signal dans la zone qui est centrée dans l'antenne que la zone qui est en périphérie. Là, je ne vois pas d'œdème global du muscle infraépineux ou supraépineux qui pourrait me faire suspecter de la dénervation. On peut passer à la dictée, c'est parti. Donc, bon, quand je travaille dans la vraie vie, j'utilise des contrôles du type pour accélérer mon travail, mais quand je fais ces vidéos, je dicte tout. Donc c'est parti. IRM de l'épaule gauche, elle aligne indication de point, elle aligne bilan post-traumatique à une semaine d'une chute à vélo avec limitation des mouvements et douleur de l'épaule gauche. Point, elle aligne, technique de point, elle aligne, séquence 3 plans d'épée FATSAT, virgule axial et sagittal T1, point, elle aligne, résultat, 2 points, elle aligne. Ah. Aspect IRM de luxation ou... On change. Aspect IRM d'instabilité postérieure récente de l'épaule, virgule, associant une encoche osseuse de McLaughlin de 10 mm de largeur,
virgule, une minime contusion osseuse du rebord postéro-inférieur de la glène sans fracture, virgule, et une lésion du labrum postéro-supérieur et postérieur, virgule, qui apparaît partiellement décollée entre le rayon de 11 heures et le rayon de 9 heures. Point. Elle aligne. Épanchement intra-articulaire de moyenne abondance avec fuite de liquide extracapsulaire sans rupture ligamentaire, virgule, notamment intégrité des différents faisceaux du ligament gléno-huméral inférieur. Point. Elle aligne. Intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs, virgule, sans rupture partielle ni transfixiante. Point. Elle aligne. Trophicité, virgule, signal musculaire normal. Point. Elle aligne. On note cependant une lésion musculaire de faible étendue, virgule, de grade 2, virgule, de l'insertion scapulaire du faisceau postérieur du deltoïde. Point. Elle aligne. Pas d'hématome. Point. Elle aligne. Absence d'autres lésions post-traumatiques. Point. Elle aligne. Ah, il faut que je rajoute après les tendons un petit peu de mise en page. Ok. Pas d'anomalie du tendon du lombiceps, virgule, en place dans sa gouttière, virgule, et pas d'anomalie de son insertion sur le tubercule supraglénoïdien. Point. Elle aligne. Hop, on change. Voilà. Et il restait à parler du petit kyste. Voilà. À noter, de point, présence d'un kyste arthrosynovial de 20 mm par 6 mm situé au... Pardon, 30 mm. 30 mm. Situé au sein de l'échancrure spinoglénoïdienne, virgule, communiquant par un fin pertuis au récessus postérieur de l'articulation gléno-humérale. Point. Elle aligne. Respect d'articulation acromoclaviculaire. Point. Elle aligne. C'est tout. Conclusion de point. Elle aligne. Instabilité postérieure récente de l'épaule avec encoche de McLaughlin de 10 mm et décollement partiel du labrum postérieur et postéro-supérieur. Point. Elle aligne. Lésion musculaire de faible étendue de grade 2 de l'insertion scapulaire du faisceau postérieur du deltoïde. Point. Et puis voilà. Ok, donc là c'est pas mal pour le compte rendu. Bien sûr, quand je dicte comme ça, vous ne voyez pas, je vais changer ensuite un petit peu la mise en page. Mais en gros, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Alors, est-ce qu'il y avait quelques autres points à expliciter? Dans la première partie de la vidéo, j'ai fait un peu plus d'explications que ce qui était le strict nécessaire, mais c'est un sujet qui est assez compliqué. Donc maintenant, on va reprendre de façon un petit peu plus ordonnée comment analyser ce dossier. Donc, comme je vous ai dit, la première chose que j'ai compris, moi, j'ai vu tout de suite le pattern, le motif d'un mélange de contusion / fracture du versant antérieur ici de la tête de l'humérus et d'une atteinte discrète de la glène postérieure et du labrum postérieur. Ça n'arrive que, surtout dans un contexte post-traumatique, ça n'arrive que en cas d'instabilité postérieure. Comme je vous l'ai dit, l'épaule qui se déboîte vers l'arrière. C'est pas le type d'instabilité de l'épaule le plus fréquent de très loin. 90% à peu près, peut-être un peu, ouais, je ne vais pas dire de bêtises sur les chiffres, mais la grande majorité des instabilités de l'épaule sont des instabilités qu'on appelle antéro-inférieures, où la tête de l'épaule se déboîte à cause d'une... Souvent, c'est une chute avec le bras en extension et rotation interne, et pouf, la tête saute et va vers l'avant et se retrouve au versant antéro-inférieur de la glène. Je ne veux pas trop m'avancer sur l'orientation du bras, parce qu'après un chirurgien orthopédiste ou un médecin du sport va venir me dire dans mes commentaires que je raconte des salades et que non, ce n'est pas exactement dans cette position. Bref, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a un traumatisme indirect de l'épaule à cause d'un mouvement anormal du bras lors d'un traumatisme ou chez des gens qui ont une instabilité naturelle ou en gros ou acquise secondaire à des instabilités répétées, des gens qui sont hyper laxes et ou qui ont déjà eu des luxations et donc qui ont tendance à avoir plus facilement des luxations. La tête se luxe en bas et en avant et elle peut
sur quelqu'un qui ne fait pas souvent des luxations, qui n'a pas une épaule instable, à rester coincé, c'est très douloureux, et donc la personne a besoin d'aide pour être mise en place. Ou alors chez des gens qui ont une instabilité importante de l'épaule, ou qui sont hyperlaxes, eh ben, ils vont être capables de subluxer, voire de luxer leur épaule et de la remettre en place eux-mêmes, sans que ça provoque beaucoup de traumatisme. L'enjeu de ces instabilités, souvent, surtout, chez les gens qui n'ont pas une hyperlaxité, eh bien, c'est que les luxations vont provoquer des lésions de passage. Et c'est ça qu'on a repéré. Comme je vous disais, la contusion osseuse, fracture antérieure encoche de McLaughlin, et les lésions du versant postérieur de la glène, et éventuellement les lésions donc labrales, ligamentaires, capsulaires, musculaires et tendineuses associées, sont des lésions liées au mouvement anormal et au traumatisme. Et donc, quand on reconnaît ces différentes lésions, on reconnaît immédiatement le pattern qui a provoqué ça. Les luxations au niveau du genou, par exemple, les luxations de rotule qui donnent également de façon très stéréotypée les mêmes lésions, sauf qu'elles ne sont pas toujours présentes. Pareil, la luxation antérieure donne de façon très stéréotypée des lésions typiques, avec notamment l'encoche de Malgain, postéro-supérieur de la tête humérale, et les lésions antérieures et inférieures de la glène, du labrum antérieur, des ligaments antérieurs de l'épaule. Donc, quand c'est la luxation postérieure, c'est quasiment pareil, sauf que c'est inversé. La luxation postérieure, elle, n'est pas vers le bas, elle est vraiment dans le même plan. La tête saute en arrière, comme ça, de la scapula. Vous imaginez la scapula, elle fait pouf, elle va vers l'arrière. Alors que dans la luxation antéro-inférieure, elle va vers l'avant, comme ça. Vers l'avant et vers le bas. Et donc, elle provoque des lésions pas exactement au même endroit. La lésion de la tête humérale dans l'encoche de Malgain est postéro-supérieure. Dans l'encoche de McLaughlin, elle est antérieure au tiers moyen de la tête humérale. Vous voyez, vraiment, elle est assez basse. Là où l'encoche de Malgain serait beaucoup plus haute, postéro-supérieure. Donc ça, c'est vraiment le truc principal, c'est les contusions osseuses, ce qu'on va avoir quasiment tout le temps, sauf vraiment dans le cas de subluxation, pas vraiment une luxation complète, ou des gens qui ont une telle instabilité que les lésions de passage sont peu présentes à cause du fait que la luxation est très peu traumatique. Qu'est-ce qui provoque une luxation postérieure de l'épaule? Déjà, j'ai revu les chiffres, c'est plus de 90% des luxations qui sont antéro-inférieures. Donc la luxation postérieure de base, c'est quelque chose d'inhabituel et rare. Deuxièmement, la cause la plus fréquente chez l'adulte de luxation postérieure de l'épaule, c'est pas le traumatisme, comme dans le cas de ce patient-là, c'est un phénomène très particulier, c'est les crises convulsives et plus rarement les électrocutions. Et il est même possible, même si c'est pas non plus hyper fréquent, que la luxation soit bilatérale. Pourquoi? Parce qu'elle arrive par contraction brutale et incontrôlée, sans contraction qui permet de contrebalancer la force de ça, des muscles dorsaux, principalement les grands dorsaux, qui vont provoquer une rotation externe, mais surtout une traction postérieure très très importante vers le bas et vers l'arrière de la tête humérale, à tel point qu'ils vont la faire sauter de l'articulation purement par contraction involontaire de ces muscles. Donc électrocution, crise convulsive. Moins fréquemment, mais phénomène finalement plus simple à comprendre, c'est le traumatisme avec un choc direct sur le devant de l'épaule, pas un traumatisme indirect comme pour la luxation antéro-inférieure, où bah, vous avez vous chute à vélo, sport de contact, éventuellement un choc moins fort, mais avec une position luxante préexistante, en rotation interne, abduction, qui amène le relief de la tête humérale, que vous voyez ici, à être proche de la luxation en postérieur. Pouf, il y a le choc et ça fait sauter la tête en arrière. C'est ce qui est arrivé chez ce patient qui s'est vraisemblablement réceptionné sur l'épaule en tombant. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. Alors, on a un peu parlé du mécanisme, on a parlé des anomalies les plus fréquentes. Donc quand on regarde l'IRM de l'épaule dans le cadre d'un traumatisme, eh bien c'est comme tous les examens qu'on fait en imagerie en général, on doit regarder des choses en priorité parce qu'on doit savoir ce qu'on cherche, mais on doit quand même être systématique et tout regarder. C'est pour ça que quand on a regardé ensemble, j'ai pu tiquer sur les petites choses un peu moins faciles à voir, comme la lésion musculaire postérieure, qui n'est pas particulièrement spécifique des luxations, mais c'est arrivé. Et la présence ici de ce fameux kyste arthro-synovial. On doit toujours tout regarder. Ceci dit, quand on fait face à une luxation antérieure, postérieure, ou, mais c'est exceptionnel, la luxatio erecta, on ne va pas en parler, c'est un type de luxation extrêmement rare, ce qui se passe en gros, c'est que la tête humérale est sortie de l'articulation, de la glène, et donc il va y avoir possiblement des lésions capsulaires, déchirure de la capsule, lésions des ligaments, les lésions osseuses, qui nous permettent de repérer finalement l'anomalie au premier coup d'œil, les contusions, voire fractures, encoche
de McLaughlin, encoche de Ilsac/Malgaigne, lésion osseuse de Bancart antérieure ou postérieure dans l'instabilité postérieure de la glaine. Les lésions ensuite du cartilage, il faut regarder parce que ça c'est très important pour l'évolution fonctionnelle de l'épaule du patient, s'il y aura des séquelles au traumatisme. Le cartilage des articulations, ça n'aime pas du tout être abîmé, ça cicatrise pas bien tout seul, donc il faut bien regarder dans la mesure du possible, sachant que l'IRM n'est pas l'examen le plus performant pour ça, versus l'arthroscanner par exemple, la régularité du revêtement cartilagineux. Donc là, moi j'ai bien regardé, vous voyez cette zone grise claire ici, un peu plus sombre que le liquide, un peu plus clair que l'os, c'est nettement plus clair que... Attendez, on va zoomer, hop. Ah putain, pardon. On va zoomer, comme ça, voilà. Vous voyez, ça là, c'est le cartilage de la tête de l'humérus, le cartilage de la glaine. Il est fin, il est un peu difficile à identifier, mais on voit bien qu'il est régulier, qu'il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de fissure. Donc voilà, ça c'est une des choses à regarder. Comme je disais, on regarde donc le labrum, on fait tout le tour. Le labrum, il y a des petites variantes anatomiques. Le fait qu'il soit décollé légèrement ici à sa partie supérieure, c'est un petit récessus. Les variantes anatomiques du labrum, on pourrait épiloguer des heures dessus, on va pas le faire, mais en gros, il y a un truc simple à retenir. Le labrum peut avoir des variantes dans sa partie supérieure et dans sa partie antéro-supérieure. On utilise le cadran d'une horloge et on considère que la partie supérieure du labrum, c'est le rayon situé entre 1 heure et le rayon de 11 heures. Si vous regardez ici en sagittal, vous avez la glaine, vous imaginez que c'est rond et pas un ovale. Vous avez midi en haut, 6 heures en bas, 9 heures en arrière, 3 heures en avant. Il peut y avoir des variantes anatomiques entre 1 heure et 11 heures et des variantes anatomiques entre 1 heure et 3 heures. Ce qui veut dire qu'entre 3 heures, 6 heures, 9 heures et 11 heures en arrière, le labrum n'a pas le droit d'avoir de variante anatomique. Il doit être régulier, noir, bien collé à la glaine. Alors il y a de subtiles différences de forme du labrum possible. On peut parfois tolérer la présence d'un petit sillon entre le labrum postérieur et le cartilage. Généralement on ne l'identifie qu'en arthroscanner et pas ici en IRM. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre labrum, il doit être nickel à partir d'ici, je descends, je vais vers l'avant, et le bas nickel, il doit être nickel ici, il doit être nickel ici, et il devrait être nickel jusqu'en haut. Et on a vu qu'ici, entre midi et en gros 9 heures, il n'est pas nickel. Et bien ça, c'est une lésion. Le labrum postérieur, postéro-supérieur, inférieur et antéro-inférieur doit être nickel. Le labrum supérieur et antéro-supérieur peut avoir des variantes. Voilà. Ensuite, c'est une IRM d'épaule, on doit toujours regarder les lésions éventuelles des tendons. Je suis passé rapidement tout à l'heure, petit rappel anatomique, on a le subscapulaire qui est devant, qui s'insère sur le tubercule mineur. Là, on a l'œdème à cause de l'encoche, mais il n'y a pas de lésion du tendon. Ici, on a le passage du tendon du long biceps qui est vertical dans sa gouttière, et ici, au niveau de l'intervalle des rotateurs, va changer d'orientation, faire un angle 90 degrés, comme ça, et va s'horizontaliser, on le revoit ici, jusqu'à son insertion sur le tubercule supraglénoïdien, ici. Il est entouré des ligaments de l'intervalle des rotateurs, on n'y revient pas cette fois-ci. En arrière, il y a le supraépineux, c'est toute cette bande tendineuse qui est plus épaisse devant et qui s'amincit vers l'arrière, et qui va s'insérer, vous voyez là sur cette jolie petite surface, qui est légèrement triangulaire. Ça, c'est la surface d'insertion des tendons supraépineux devant, infraépineux derrière, ici, du tubercule majeur. Supraépineux, infraépineux, avec des fibres communes entre le supra et l'infraépineux qui s'enchevêtrent comme ceci. On verra plus en détail l'anatomie de ces tendons sur un dossier de lésion des tendons de l'épaule. Et enfin en arrière, le petit rond qui est là, qui s'insère ici. Voilà. Pour finir notre tour, je vais regarder les muscles, regarder les autres structures, vérifier l'articulation acromio-claviculaire, et n'oubliez pas, toujours regarder un petit peu plus loin. Là, il n'y a pas de gros ganglions qui pourraient faire suspecter une maladie systémique ou autre, sans aucun rapport. Voilà, et on regarde bien dans les coins. Est-ce qu'on a raté une lésion musculaire plus discrète, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Là, on voit rien d'autre. On a fait le tour, et c'était réglé. C'est une longue vidéo. Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout. On est un peu parti dans tous les sens, tellement il y a de points à aborder sur le plan d'anatomie pour l'analyse de l'IRM d'une épaule. Ceci dit, j'espère que ça vous a permis de comprendre ce dossier d'instabilité postérieure, de comprendre de quoi on parlait en matière de lésions et d'analyse des différentes structures. Si vous avez des questions ou des points que vous voulez
que j'éclaircisse dans les commentaires. N'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, posez-moi vos questions, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de suivre pour des vidéos plus courtes et plus rapides mes shorts, ou alors mes vidéos mes vidéos TikTok et mes vidéos sur Instagram. Voilà, je vous remercie, à une prochaine, et à bientôt les amis.